Oh là là, quelle chance. Monsieur le secrétaire perpétuel. Non, vous filmez un grand homme. C'est un grand homme. Et je vois beaucoup. Okay. Non, vous êtes chez vous, hein. Vous êtes chez vous. Oh, merci, c'est gentil. Donc ici, vous avez les bureaux, vous avez le bureau du secrétaire perpétuel, la salle du conseil d'administration. Je peux vous couper là? Je peux passer? Oui, bien sûr. Vous voulez voir un bureau 1900? Allez-y. À vrai dire, c'était pas pour faire la visite des lieux là qu'on était Je vous dis ça pour me marrer, parce qu'il faut bien que je vous apprenne quelque chose, j'ai rien d'autre à vous dire. Le reste, c'est M. Pilet qui vous le dira. Écoutez, il y a une question qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi et comment cette noble institution a pu prendre les avis qu'elle a pris en matière d'amiante? Je sais pas, parce que l'Académie peut se tromper, parce que c'est très difficile. Quand vous voyez les erreurs de... on a fait une communication exceptionnelle, hein, l'information. Hein, un prix Nobel, Charpak, vient montrer un nouvel appareil de radio. Personne ne prend. Il n'y a que le Monde qui a pris. C'est drôle. Le Monde ne nous aime pas, mais le type est intelligent. On fait des trompes. Velpeau, ici c'est passé des batailles extraordinaires. Velpeau était contre l'anesthésie, il l'a dit. Et puis, il s'est rétracté. C'est vrai, on se trompe, hein. Pasteur a été provoqué en duel ici par un chirurgien. La médecine, c'est pas... Vous savez, la grande vérité sur l'amiante, 10 ans avant, tout le monde prenait de l'amiante. Il n'y avait pas un constructeur qui n'utilisait pas l'amiante. Moi, j'y connais rien et je crois que c'est une horrible cochonnerie. Mais la médecine, c'est difficile. La vérité, c'est compliqué. Et l'amiante, on a fermé notre gueule. Faites des erreurs dans la vie, hein. Maréchal Pétain, il a foutu la France en l'air, il avait quand même gagné Verdun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Difficile la vie, hein. Les écolos et le principe de précaution, là il est très fort là-dessus, il vous dira ce que l'on pense. Ne rien faire, c'est très dangereux de ne rien faire. Non, c'est très compliqué la médecine. C'est pour ça que un des avantages de l'Académie, c'est d'avoir des avis très polyvalents, au fond. Ouais, c'est vrai. On a une certaine polyvalence qui correspond à des générations différentes. Sur le principe des précautions, on a été unanime. Ah, unanime. Unanime. Une abstention. Unanime à quoi? À être contre. Principe de contre. Non, mais à unanime, sur l'application stricte et bête en médecine. Vous avez une appendicite, vous n'opérez pas. À être contre son inscription dans la Constitution. C'est tout. Et alors les gens, c'est drôle, c'est comme l'art, ils croient qu'ils apprennent en 2 minutes. Oh, regardez les bienfaits, tout le monde hurle contre la médecine, les bienfaits qu'il y a. On est beaucoup moins exposé écologiquement qu'on l'est au 19e. Faut pas charrier. C'est formidable les progrès qui sont faits, mais formidable. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Bonne journée, au revoir. À bientôt. La vie du scientifique, c'est d'innover. Si le scientifique n'innove pas, il ne fait pas son travail. Donc nous allons nous trouver, nous, dans une situation tout à fait embarrassante. Et puis le scientifique, il pense quand même, et c'est le rôle de nos compagnies, à l'intérêt général du pays. Nous craignons, nous avons craint, nous craignons toujours du reste, qu'il y ait à un moment donné un frein à l'innovation. Imaginez que demain, il y ait une crise comme celle que nous avons connue, qu'il s'agisse du poulet à la dioxine, qu'il s'agisse du Coca-Cola dans le nord de la France, qu'il s'agisse des OGM, qu'il s'agisse de l'ESB, enfin l'encéphalopathie spongiforme bovine, etc. Pression médiatique immédiate, décision de l'autorité. L'autorité va essayer de ne pas se trouver dans le cas où elle s'est trouvée avec les problèmes du sang contaminé. Donc l'autorité risque d'ouvrir le parapluie et de ne pas prendre de décision positive, c'est-à-dire d'arrêter tout. C'est-à-dire d'arrêter l'innovation. Et c'est ce que nous craignons. Je crois qu'il faut bien faire la part des choses entre le risque réel et le risque perçu par l'opinion. Le risque perçu par l'opinion, il est très dangereux parce que c'est celui qui est soutenu par les médias ou suggéré par les médias en partie. Et une fois que le coup est parti, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous n'allez pas convaincre une opinion publique qui a été déjà convaincue par une masse d'articles de journaux, d'émissions de radio, d'émissions de télévision sur un point donné. Et ça devient extrêmement difficile.
Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, il tiens, le blé, il est bien. Sauf que, si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne la reproduction des dicotylédones. Enfin, c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol? Non? Ah, tu vois, c'est impressionnant. Hein, regarde-le. Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'on est avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, hein, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé... moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier. Hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune. Alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau ne va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher ?